Lundi, à quoi joue encore la Russie et que veut-elle nous dire quand son ministre de la Défense accuse l'Ukraine de s'apprêter à utiliser une bombe sale, accusation immédiatement démentie par Volodymyr Zelensky. On en parle dans un instant avec nos experts en plateau. Mais avant cela, revenons sur cette nouvelle sortie de Sergueï Shoïgu qui s'est entretenu par téléphone avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France qui redoutent, eux, une escalade dans cette guerre qui entre aujourd'hui dans son 9e mois. Nancy Rice. Personne n'est dupe. Une réponse claire, une réponse unanime. Elle provient des ministres des Affaires étrangères français, britanniques et américains. Nos pays ont clairement indiqué qu'ils rejettent les allégations, à l'évidence fausses, de la Russie selon lesquelles l'Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire. Personne ne serait dupe d'une tentative d'utiliser cette allégation comme prétexte. Comme une mise en garde, au lendemain des déclarations de Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense a pris son téléphone et appelé certains de ses homologues. L'Ukraine va utiliser une bombe sale sur son propre territoire et accuser la Russie, prévient-il. Des mensonges, selon les autorités ukrainiennes. Le chef de la diplomatie précise que son pays est membre du traité de non-prolifération des armes nucléaires, qu'il n'a pas et n'envisage pas d'acquérir de bombes sales, que les Russes accusent souvent les autres de ce qu'ils planifient eux-mêmes. Des affabulations renchérit Volodymyr Zelensky. Quand aujourd'hui le ministre russe de la Défense met en place un manège téléphonique et appelle les ministres étrangers avec des histoires sur une soi-disant bombe nucléaire sale, on comprend qui est à l'origine de tout ce qui est sale et qui peut être imaginé dans cette guerre. Énième provocation des Russes, escalade verbale en tout cas. Ukrainiens et occidentaux craignent que Moscou prépare une opération d'envergure sur le terrain en utilisant l'arme nucléaire tactique en représailles à cette bombe sale. Général Patrick Dutart, quand on parle de bombe sale, pour que tout le monde comprenne, on parle de quoi exactement ? La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'existe pas de bombe propre. Parce qu'à partir du moment où on fait des dégâts et surtout on tue des personnes, civiles ou militaires, on ne peut pas dire que c'est une bombe propre. Donc ce qu'on appelle communément dans le jargon bombe sale, c'est à base d'éléments radioactifs en fait, pour polluer une zone en fait. Et ce n'est pas une bombe nucléaire à proprement dite, ce sont plutôt des éléments radioactifs qu'on pourrait pulvériser à certaines zones. Cela dit, à ma connaissance, les Ukrainiens ne disposent pas de ça. Les Russes, oui. Les Russes, ouais, ils ont un arsenal assez large. Effectivement, on ne comprend pas très bien pourquoi Sergueï Shoïgu parle de ça. Moi, le bon côté que je vois, non pas à l'évocation de cette bombe, bien sûr, mais le fait qu'ils puissent discuter directement avec ces 4 homologues, ça veut dire qu'il y a des discussions, il y a des échanges qui sont possibles. Ce qui a été utilisé dans d'autres conflits par les Russes, le gaz, le chimique, ça fait partie de ces bombes sales ou pas ? Oui, on peut par extension mettre effectivement tout ce qui est chimique et bactériologique. Ouais. Certains nous disent, Magali, que ça pourrait avoir les mêmes effets, une bombe sale, que ce qui a été ressenti du côté de Tchernobyl, par exemple, avec ces poussières radioactives. C'est en effet l'inquiétude, en tous les cas, des Ukrainiens. Et ce qui est assez frappant, c'est le message, d'ailleurs, d'unité des Occidentaux qui reprend finalement ce qu'a dit Zelensky cette nuit. C'est-à-dire que les Russes commencent à parler d'une bombe sale. Ça pourrait vouloir dire qu'eux-mêmes s'apprêtent à l'utiliser pour accuser les Ukrainiens ensuite de l'avoir utilisé. C'est vraiment un jeu assez complexe, mais ça pourrait vouloir dire qu'en effet, les Russes auraient ça en tête, notamment, et ça c'est ce qu'on redoute dans cette région de Kherson, où les Ukrainiens sont en train d'avancer, les Russes sont en train de vider la ville, on le voit avec les évacuations. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Est-ce que l'utilisation de cette bombe sale, elle ne pourrait pas être utilisée dans cette zone? C'est l'une des craintes. Et Zelensky dit bien, s'il commence à mettre ça sur la table, c'est qu'il se prépare, c'est qu'en face, les Russes se préparent à l'utiliser. Et nous ne serons pas dupes. Voilà ce que répondent les Occidentaux aujourd'hui. On va revenir sur cette stratégie, s'il s'agit d'une stratégie de Sergueï Shoïgu, mais pour revenir à cette utilisation, comme le dit Magali, à partir du moment où vous avez plus de civils, ou presque plus de civils, où ces civils, visiblement, veulent, aux yeux des Russes, bien évidemment, pactiser avec l'ennemi, ou rester là si l'ennemi arrive. C'est plus facile, entre guillemets, d'utiliser ce type de bombe. On a moins de scrupules, si tant est qu'on puisse en avoir côté russe.
Non, mais moi, contrairement à ce que certains disent, je ne crois absolument pas qu'il y ait un bombardement envisagé sur Kherson aujourd'hui, en fait. D'abord, la bataille de Kherson est loin d'être terminée. Il faudra plusieurs semaines avant que les Ukrainiens rentrent dans cette ville, en tout cas, tout doucement, ou encerclent cette ville. Ils sont encore à 25-30 km côté nord. Côté nord-est, le long du Dniepr, ils sont encore à 80 km. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui. Donc, moi, je ne le pense absolument pas. Et non plus ce qu'a dit l'ambassadeur ukrainien en France, je ne crois absolument pas ça. Vera Agiva, comment vous l'analysez, ce message de Sergueï Shoïgu qui parle aussi d'escalade incontrôlable? Est-ce que c'est une façon de dire aussi aux Occidentaux, arrêtez en substance d'armer notamment les Ukrainiens? Oui, c'est un message qui est transmis par les Russes depuis le début de la guerre. Parce qu'ils menacent, on sait, depuis, je crois, le 4e jour de la guerre, Poutine a menacé de préparer les armes nucléaires à l'utilisation dans cette guerre. Mais surtout, je crois que ce que fait maintenant Shoïgu, ça s'inscrit aussi en fait dans la stratégie de dissuasion. Parce que je ne crois pas qu'au Kremlin, ils sont persuadés que les ministres de défense occidentaux vont croire à Shoïgu. Je ne crois pas. Je crois que c'est un message qui est transmis par une manière un peu bizarre, je dirais, mais un message aux Ukrainiens et pas un message aux ministres de défense de l'Occident. C'est un message qui dit que nous sommes prêts, en fait, effectivement, à utiliser cette arme. Et on ne sait pas si vraiment ils sont prêts, mais ils veulent utiliser plutôt la dissuasion et de faire peur les Ukrainiens. Donc, à mon avis, c'est un message de dissuasion et c'est un message plutôt aux Ukrainiens et pas à l'Occident. Alors, revenons justement dans un instant sur ce message, si message il y a. Je voudrais qu'on écoute l'analyse de François Hesbourg, qui était sur le plateau d'LCI ce matin. Les Russes, il faut bien le dire, ont, depuis avant même la guerre, notamment dans le fameux communiqué entre la Russie et la Chine le 4 février, où les deux pays mettaient en avant leur amitié indéfectible, il était question des projets biologiques et chimiques supposés de l'Ukraine soutenus par les États-Unis. Là, on est dans enfumage et inquiétude, on suscite l'angoisse, on l'augmente, mais on n'est pas dans le réel là. Là, on est dans la com de guerre, là. Pourquoi avoir besoin, Magali, de cette com de guerre? Pourquoi Shoïgu, ministre de la Défense, qui revient un peu sur le devant de la scène, aurait besoin d'appeler tout le monde pour dire voilà ce que vont faire les Ukrainiens? Tout le monde sauf les Allemands. Je remarque dans la petite liste, ils n'ont pas appelé la ministre de la Défense allemande. Il y a une volonté d'intimider les Occidentaux. Vous remarquerez qu'en effet, il a appelé 4 ministres de la Défense, donc américains, anglais, français et turcs. Le turc, lui, ne signe pas ensuite le communiqué en disant on n'est pas dupe du jeu. Donc il y a une volonté d'intimider et de diviser aussi le front de l'OTAN. Et on voit bien que le Turc, lui, ne signe pas ce communiqué. Il y a une volonté aussi peut-être de parler à l'opinion publique russe aussi, de dire regardez, les Ukrainiens ont en main ces éléments qui leur permettraient de faire une bombe sale. Comme le disait François Hesbourg, depuis le début de la guerre, ils accusent les Ukrainiens d'avoir des laboratoires chimiques enterrés en Ukraine. Ça, on en entend parler depuis le début pour bien, à chaque fois, accuser l'autre camp de ce qu'on pourrait soi-même être sur le point de faire. On voit cet urgent. Paris et Berlin ne manifestent aucune envie de participer à une médiation. C'est signé du Kremlin. Ça peut s'entendre, ça fait partie d'une stratégie. On a du mal à comprendre la stratégie des Russes sur le volet diplomatique, entre guillemets, depuis quelques jours. C'est compliqué à comprendre et en fait, on peut aussi se demander est-ce qu'il y a vraiment une stratégie de long terme? Souvent, c'est une stratégie qui calcule en pas. Et après, on ne sait pas, et souvent, c'est la stratégie de Poutine de prendre les opportunités dès qu'il se présente. Mais souvent, il n'y a pas de quelque chose bien calculé après ce premier pas. Et je suis d'accord avec ma collègue que pour le Kremlin, c'est aussi très important de justifier cette guerre et cette stratégie de dénigrement de l'adversaire, parce que dès le début, en fait, la société russe ne comprenait pas tout à fait les objectifs de cette opération. Et les sondages montraient que quand on demandait les Russes pourquoi en fait cette opération spéciale, comme on l'appelle en Russie, les Russes ne savaient pas dire précisément les objectifs. Donc ça fait partie de la stratégie pour bien justifier, pour consolider la société et pour avoir le soutien public de cette opération en Russie. Général Dutartre. Oui, moi je réagis à ce qui est marqué là. La déclaration du Kremlin, moi je trouve qu'il y a une lecture qui est intéressante, c'est qu'il parle de médiation, que Paris et Berlin n'ont aucune envie de participer à une médiation.
Mais ça veut dire quoi? C'est qu'eux, quelque part, ont envie qu'on commence à parler de médiation. Je rappelle que le président Poutine est le premier, finalement, il y a 4 semaines maintenant, dans la cérémonie d'annexion, où il parlait de cessez-le-feu et de négociation. Il en a reparlé une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il quelque part, il y aura, bien sûr, il est trop tôt pour faire la paix, mais peut-être qu'il pourrait être temps de commencer à trouver une médiation qui, à mon avis, doit se faire au niveau de l'ONU. Là, vous avez raison, c'est que ça fait une dizaine de jours quand même que ce mot paix, négociation, c'est très tortueux, c'est très négocié. Alors là, il y a une réponse dans le communiqué du Kremlin. À mon avis, il y a une réponse aussi à Emmanuel Macron, qui a parlé. Hier, il était à Rome, il a fait un discours devant la communauté catholique. On va l'écouter justement. En disant, on va l'écouter, voilà, Emmanuel Macron.